Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans ce nouvel épisode du supplément SmackDown de Catch-Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis Yerem et je suis accompagné comme toujours de l'ami Giscal. Salut Giscal. Salut Yerem, salut tout le monde. Tu vas bien? Ça va pas mal et toi? Ouais, ça va là. On se fait le petit marathon. Là, je fais Raw, je fais SmackDown. Tu as connu Oui, ça toi c'est aussi, beau voilà. ça. Ouais. Voilà, ça tourne. On a toujours nos semaines marathon. Et du coup, bah, on va commencer direct avec cet épisode qui avait lieu donc le 5 février, je Oui, crois. absolument. On était dans l'État de Washington. Oui. On verra que ça a eu son importance un peu plus tard. Je ne sais pas où exactement. Non, je ne sais plus où Mais non plus. on y était. C'était On l'État de verra Washington. un peu plus tard que ça a eu son importance. C'est Charlotte qui ouvre le show, pour changer, hein. La veille, c'était Becky. Cette semaine, c'est Charlotte. Charlotte qui nous liste un petit peu les actions. Elle est toujours aussi vêtue de noir, hein. C'est la reine, la méchante reine, hein, Charlotte. Elle liste les actions de Becky. Et elle en vient à dire qu'elle espère qu'elle ira à l'hôpital, qu'elle retrouvera le chemin de la raison. Cette Becky Lynch qui ne veut pas aller voir le docteur, malgré les invitations de Doc Gynéco. Elle rappelle à la foule, au cas où, que si jamais elle doit se porter pâle, eh ben, il y a une remplaçante, hein, toute trouvée. Donc évidemment, elle parle d'elle-même. Et elle pointe, c'était pas mal, hein, elle pointe le symbole de WrestleMania. Et quel culot, quel toupet. Et la caméra tourne un petit peu, la foule commence un petit peu à se lever, il se passe quelque chose, il y a un murmure, et c'est Becky Lynch qui sort de dessous de l'enseigne, hein, de l'affiche, du symbole de WrestleMania. Becky Lynch est partout, elle descend. Alors, le temps qu'elle arrive jusqu'au ring, elle se fait bien trash-talker par Charlotte. Charlotte, elle se fait un gros plaise là. Elle lui fait: oh là, en plus de. On dit que mon père, je crois, c'est ça, dit mon père volait les catchphrases, mais toi, tu voles l'entrée de Roman Reigns. C'est ça. Voilà, des grosses provoques de Charlotte. Enfin, elle lui disait, c'est une chose de voler la catchphrase de mon père, parce que du coup, elle s'appelle The Man, un petit peu Ah comme, oui. comme D'accord, Ric ah oui, Flair alors faisait. c'était encore pire, ok, effectivement. Oui, c'était ça. J'avais manqué. Ah, c'est tu encore vois. plus. C'est encore mieux, c'est encore Mm. mieux. Pauvre Roman Reigns, enfin pauvre. Ah, mais Roman Reigns qui est toujours là, hein, le fantôme de Roman Reigns. Et On même à arrive à les citer SmackDown. tout le temps. Hein. Ouais, c'est ça. C'est la petite indication, la petite consigne que te donne Triple H, Vince McMahon, quand tu sors de la Gorilla Position. C'est si tu sais pas quoi dire, n'hésite pas à citer Roman Reigns, hein. Je t'en voudrais pas pour ça. Du coup, les deux se retrouvent nez à nez sur le ring. Ça se chamaille, ça se coupe beaucoup la parole. Alors, elles ont fait ce que je déteste, hein, c'est-à-dire elles ont un peu improvisé. On sent qu'elles s'éclatent toutes les deux, mais c'était un peu le bordel, hein, pour réussir à suivre. Elles voulaient balancer toutes leurs catchphrases, on comprenait un peu rien. Heureusement, Papa Triple H arrive pour séparer ces adolescents, parce qu'on est vraiment dans la période des adolescents. On dit qu'il y a les enfants d'NXT, hein, Triple H est le papa des enfants d'NXT. Là, les enfants deviennent des ados. Alors déjà, il rabat le claquet de Charlotte. Il lui dit: toi, ta gueule, retourne dans les vestiaires. Donc Charlotte repart toute penaud. Il lui fait: ouais, il dit pas ta gueule, mais il dit: Charlotte, je crois que ça te concerne Oui, pas. ça te regarde pas, dégage. C'est parce ça. que, il commençait à parler à Becky, en effet, puis Charlotte, elle était là derrière à se foutre de sa gueule, à faire semblant de boiter, d'avoir mal aux genoux et tout. Ah oui, franchement, c'était freestyle, quoi. Ouais. Il y avait à boire, à manger une fois de plus, mais franchement, tu sens que, particulièrement Charlotte, elle peut te sortir des catchphrases de ouf à la volée là pendant 1 heure, quoi. Du coup, on se retrouve entre Papa Triple et son adolescente rebelle de fille, Becky Lynch. Donc, il déballe un petit peu. Non, il rappelle, pardon, à Becky sa suspension, hein. Elle a été suspendue la veille par Stéphanie. Et il l'adjoint, il lui demande, il lui rappelle, il dit: mais va voir un toubib, bordel, c'est pas possible. On te demande juste d'aller voir un médecin. Il faut une fiche, quoi. Comme que tu vas faire un marathon, il faut un mot de ton médecin, quoi. Attends, on nous fait chier. Tu veux courir un semi-marathon, on te demande un mot du médecin. Un certificat, quoi. Voilà. Un certificat, voilà. C'est pas compliqué, là. C'est quand même pour faire
le probable main event de WrestleMania, ça me paraît pas ouf, quoi. Bah non, Becky Lynch, non, je veux pas, voilà, je veux pas aller voir le docteur et tout. Et il finit par déballer la marchandise, parce que je crois qu'il commence à repartir. Il part avant, c'est ça, avant de balancer Ouais, la marchandise? exactement. Et il est rappelé parce que, comme toujours, Triple H a un ego assez fragile. Alors dès qu'on mentionne sa femme Ouais, et parce qu'elle fait ah, comment va Steph? Becky ouais, demande comment des va nouvelles de Steph? Et Steph. alors là, du coup, il revient et c'est parti. Et c'est parti, là il déballe la marchandise avec toujours cette intensité progressive que voilà, Triple H maîtrise à merveille, hein. Quand il prend son micro avec ses grosses paluches comme ça, tu sens que ça devient sérieux, que WrestleMania est pas loin, que toi il y a des gros enjeux derrière, tu fais ok, là on va s'asseoir et on va prendre une petite leçon de promo. Il explique, il déballe la marchandise, il dit que tout ceci n'est qu'une grande illusion, un grand fake, une tentative désespérée de Becky Lynch, hein. Il lui sort, il lui rentre dedans, quoi, hein, de trouver une porte de sortie comme son match à Survivor Series. Parce que voilà, elle avait un match contre Ronda Rousey, puis elle est venue foutre le bordel à Raw, puis finalement son match a été annulé. Donc c'était bien beau de venir un peu provoquer Ronda Rousey, mais finalement elle s'est un peu défilée, quoi. Et puis maintenant, c'est sa jambe toute pétée là qui met en péril WrestleMania. Ah, rien du tout, rien du tout. Je pense que t'as peur qu'il lui fait, t'as peur de ce que les docteurs peuvent dire, que c'est pour ça que tu veux pas aller voir le médecin. Mais et là, c'était vraiment bien joué, je trouvais. T'as pas peur qu'ils te disent, qu'ils t'annulent ton match. T'as peur qu'ils te disent que t'es ok en fait, que t'es apte à aller catcher, que du coup, ça révèle que Ronda Rousey révèle le poteau rose, que finalement Becky Lynch elle est over, mais elle le mérite pas. T'es juste un gros fake, quoi, un gros Ouais, burst. que de la gueule. Que de la gueule, exactement. Et Becky Lynch, t'as peur des médecins et t'as peur de Ronda Rousey. C'est lâché. Là, pendant tout ce temps-là, elle a toujours ce petit rictus, hein, qui est là, qu'elle ne lâche plus, alors que pendant les promos, hein, quand il y a des face-à-face, on connaît maintenant ce visage de Becky Lynch, genre, ouais, elle cause toujours. C'est ça. Et d'ailleurs, il lui fait la remarque, et ça n'a pas tardé. Grosse torgnole dans la gueule, enfin une baffe, hein, c'était une baffe. Une grosse baffe dans la tronche de Triple H. Qui du coup, les deux repartent penaud. Enfin, elle repart. Elle repart un peu avec le staff, tout le staff qui était venu Ouais, elle équiper repart la par où elle est shop. arrivée, dans le public. Ouais. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et elle repart un peu bizarrement, parce que je crois que sur le chat, tu nous as dit qu'elle repartait un petit peu sans trop traîner la patte. Ouais, Tu j'ai nous as dit. trouvé ça, on pourra en reparler après, mais j'ai trouvé ça assez étrange et je sais pas si c'était du mauvais selling ou si au contraire c'était volontaire et que c'était plutôt finement joué. Euh, je ne sais Bon, pas, du parce qu'on coup, a... qu'est-ce que tu as pensé? Là, on a comme un gros effet miroir entre ce qui s'est passé la veille à Monday Night Show avec cette promo que, en tout cas, Bad Karma et moi n'avons pas beaucoup apprécié, parce qu'il y a vraiment un souci d'alignement et Becky Lynch qui sortait de ses gonds un petit peu, genre sans raison. Oui, Je crois que tu étais un petit peu d'accord avec oui, oui, nous oui, oui, je en partageais interne. complètement. Unprovoked, comme tu avais dit. Oui, Là, par contre, on a quand même une intensité totalement différente et surtout, on apporte vraiment quelque chose à cette histoire, quoi. exactement. Non, non, mais oui, oui, le segment de la veille fait pas le figure avec celui-ci. On est sur un tout autre niveau et on est sur un tout autre niveau. On va pas se voiler la face grâce à Triple H. Qui tient infiniment mieux sa partition que Stéphanie. Stéphanie peut être excellente au micro, mais en fait, il y avait, enfin, on va pas reparler du segment de Raw, mais il y avait un décalage qui était trop fort en fait entre le ressenti qu'on a tous de Stephanie McMahon. Elle a été pendant des années et encore aujourd'hui une heel insupportable, détestable au possible. Il y avait un trop gros décalage entre sa position raisonnable, presque trop raisonnable, trop sensée, et son ton qui était presque mielleux par moments. Enfin vraiment, voilà, elle expliquait sagement à Becky Lynch ce qu'il fallait qu'elle fasse et rien d'autre. En fait, voilà, le décalage avec la personnalité qu'elle joue habituellement était trop fort pour qu'on puisse vraiment rentrer dans le segment. Et du coup, ça rendait la chose un peu bancale. Ce Là, on qui n'a n'était pas pas eu du ça. tout le cas. Ce qui n'était pas du tout le cas avec Triple H, qui est vraiment un génie de la promo et qui maîtrise à la perfection cette attitude de boss qui transpire l'arrogance presque naturellement en fait par son charisme naturel et aussi par ses mimiques, ses expressions. Tu sens que quand il revient vers elle pour lui faire la morale, il la méprise, il cherche à la mettre plus bactère et ça il sait tellement bien faire. Alors il sait bien faire parce que on va pas se mentir, c'est quelque chose qui c'est un petit peu du réchauffé d'une certaine manière.
il l'a fait contre Dean Ambrose, il l'a fait contre Roman Reigns, il l'a fait contre Daniel Bryan. Il maîtrise à la perfection cette partition finalement du boss qui sait qu'il est au-dessus, qui a la machine avec lui et puis qui va pas se laisser dicter sa leçon par le rebelle de l'année qui essaie de faire son trou. Et donc c'est vrai que voilà, ce jeu de rôle est beaucoup mieux maîtrisé et qui fait que du coup on se retrouve dans un échange où on n'a pas cette impression bizarre de savoir qui est le méchant, qui est la gentille. On le sait tout de suite, ça se voit. Et en même temps, voilà, il y a cet angle qui, moi, je trouve extrêmement intelligent du docteur, là, voilà, d'instaurer le doute de cette manière. Moi, je rejoins pas les concerts de critiques qu'il peut y avoir à l'égard de cet angle et de ce qu'ils essayent de faire avec Becky Lynch. Je trouve qu'au contraire, c'est très intelligent. Alors, voilà, on sait que c'est un petit peu du copier-coller de ce qu'ils avaient fait avec Austin il y a quelques années. Mais déjà, je trouve pas que ressortir, finalement, quand on dit c'est dans les bons pots qu'on fait les meilleures confitures, c'est un peu un exemple, je trouve, de lucidité, d'être capable de se dire tiens, on a quelque chose qui a très bien fonctionné. On a un personnage qui est en train de s'imposer comme un peu une sorte de filiation spirituelle d'un icône vraiment d'une période. D'essayer de reproduire quelque chose qui a fonctionné, je trouve que c'est plutôt intelligent, c'est pas forcément de la fainéantise. On préfère quand ils font ça que plutôt s'entêter dans des trucs qui marchent pas. Ouais, exactement. Après, et du coup, cet angle, je trouve qu'il est très malin parce que finalement, il apporte vachement de complexité au personnage de Becky Lynch. On n'est pas dans une caricature de badass qui tape sur tout ce qui bouge et qui se croit au-dessus de tout le monde et puis qui cogne et qui cogne et qui cogne. Ce qui pouvait être un peu parfois, je sais pas, elle aurait pu essayer de faire du pur copier-coller de Steve Austin. Je trouve que là, en fait, on apporte une sorte de couche supplémentaire de se dire, finalement, elle a ses failles aussi parce que ce qu'ils disent en face, c'est vrai. Et ça, c'est super important pour des heels d'avoir des arguments à balancer à la tronche. C'est vrai, va voir le médecin, quoi, fais quelque chose. Et finalement, on se retrouve avec une babyface qui a beau être super badass, elle est têtue, elle est obstinée, elle est presque, elle est aveuglée un petit peu finalement par son succès. Et je trouve que ça, c'est aussi un bon procédé pour attirer de l'empathie sur son personnage parce que finalement, elle est tellement aimée que t'es là à te dire mais putain, t'es en train de gâcher ta chance, qu'est-ce que t'es en train de faire, arrête. Et je trouve que du coup, c'est vraiment assez intelligent parce qu'on donne des cartouches au heel d'un côté et en même temps, on donne aussi un sentiment de frustration vis-à-vis du personnage de Becky Lynch et une sorte d'empathie supplémentaire de se dire voilà, t'es en train de vriller complètement, arrête, t'es en train de gâcher l'opportunité de ta vie, qu'est-ce que c'est que cette histoire, t'es presque en train de te donner tort à toi-même, est-ce qu'ils ont pas raison dans tout ça? Et c'est ça que j'ai trouvé ça super dans ce segment. Ouais, c'est vraiment ce côté effectivement, tu fais en sorte que ce personnage de face porté par la foule, on y tient en fait du coup. Bah oui, on y tient encore plus. Lynch. Bah ouais, parce que tu dis ah ça se trouve elle est blessée, mais alors si c'est soit que ce soit physique ou peut-être mentalement, ouais effectivement, attention va pas trop loin, fais gaffe et tout. Enfin toi tu as envie que ça se passe bien pour elle du coup. Bah voilà. Donc parce que effectivement c'est pas juste une adversité de rivalité avec des opposants, mais également des conflits internes, toi. Exactement. Ouais, ce qui c'est ça. est le propre d'un héros. Hein. Il doit être aussi torturé par des conflits internes. Donc je suis totalement, il y a vraiment eu, et c'est pour là ça, on a réussi à apporter cette fameuse couche psychologique supplémentaire de façon très 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 efficace grâce à Triple H hein, qui vraiment a commencé à déballer, enfin ce côté vraiment je déballe tout et tout. Il a c'est fait vraiment genre tu te prends tout dans la ouais. gueule et elle Quand il la traite de martyr. Ouais, tu veux quoi? Tu veux devenir une martyre? C'est des mots forts, toi, genre. Effectivement, tu dis, bah voilà, tu vas aller te sacrifier à WrestleMania et perdre devant la face du monde et devenir une martyre, quoi, grosso modo, c'est ça. Et tu dis, waouh, est-ce que c'est vraiment le genre de héros qu'on veut? Je sais pas trop. Effectivement, nous, on a envie qu'elle gagne, quoi. Pas on n'a pas envie qu'elle aille à WrestleMania pour perdre, donc qu'est-ce qui se passe? Donc c'est vraiment, c'était par rapport à hier, façon, c'est le jour et la nuit. Ouais. Donc, et puis il y a un truc, il y a un truc en plus aussi par rapport à hier qui est non négligeable selon moi, c'est la présence de Charlotte aussi. Oui. Alors bon, moi je m'en cache pas, je suis un partisan d'intégrer Charlotte à cette rivalité. J'ai un papier en travail là, j'ai quasiment fini mon plan. Le mec vient avec des arguments. Quoi.
J'aurais plein de trucs à dire sur la question. Mais en tout cas, à défaut, on va dire, d'intégrer Charlotte, je pense qu'ils ont tout à gagner à laisser planer le doute le plus longtemps possible. Bien Parce sûr. que rien que sa présence déjà apporte énormément à l'histoire. Le simple fait déjà qu'elle soit là, on voit que voilà, il y a une alchimie naturelle qu'elles perdront jamais. Tu l'as dit, c'est certes le bordel, mais n'empêche que tu sens il se passe quelque chose. Quand elles Ouais. sont toutes les deux dans un ring, il se passe quelque chose. Ça déjà, ne serait-ce que pour la rivalité, c'est super important. Elles vont parce qu'il faut pas jamais oublier- rester 2 minutes à se regarder parce qu'elles savent pas quoi dire, quoi. Voilà, exactement. Et ça, pour la rivalité, c'est super important parce qu'il faut quand même pas oublier que WrestleMania, c'est dans 2 mois. 2 mois, c'est super long. Ouais. Becky Lynch, si on la voit à tous les shows en train de parler de Ronda Rousey, Arrow, à SmackDown et tout, ça va être l'indigestion à tous les coups. Donc déjà, la présence de Charlotte est super importante. Pour ceux qui sont là, ouais, fuck Charlotte, on veut pas Charlotte, on l'emmerde. Vous fourrez le doigt dans l'œil parce que ne serait-ce qu'elle soit là à donner la réplique et à semer le doute dans la tête des gens, de se dire, ah putain, elle va peut-être être là. Déjà, ne serait-ce que ce ressenti est vachement positif parce que ça booste encore plus la pop de Becky Lynch. Bien sûr, bien sûr. Et puis le fait qu'elle soit là, ça permet aussi de faire des variations, de donner la réplique, d'alimenter un petit peu la hit de cette feud, quoi. Parce que sinon, l'indigestion, elle va arriver très très vite. Donc j'espère que Charlotte va rester dans le mix le plus longtemps possible. Et puis effectivement, c'est bénéfice pour Charlotte qui continue un petit peu d'affiner un peu son personnage qui est un petit peu compliqué, hein, son Oui. alignement heel face là, la mutation est un petit peu longue. Elle bénéficie toujours d'une petite pop, mais ça, de toute façon, à chaque fois qu'elle fera les gens poperont. Mais Oui, voilà, il faut aussi penser à qu'est-ce qui va se passer si Charlotte se finit complètement détachée de cette rivalité Rousey Lynch. Il lui faut un programme et qu'elle garde aussi une certaine. Enfin, c'est quand même du haut calibre, donc Ouais. tout ça est au bénéfice de tout le monde. Donc là, je crois bien exactement. qu'on a vraiment une A+ séquence là pour commencer le show. On était Ouais, plutôt bien. c'était génial. J'expliquerai un autre jour pourquoi est-ce que Charlotte doit être dans ce match, mais en tout cas, d'ici là, gardons-la autour de cette histoire. Elles en ont besoin. J'invite tous nos auditeurs qui n'auraient pas encore écouté l'analyse de Raw. Bad Karma a émis une petite idée de fantasy booking qui peut justement être m'intéresse. compatible en partie avec ton envie de voir ces 3 personnes s'affronter à différents degrés. Je vous invite donc à écouter l'analyse de Raw. Bon, allez, on redescend un petit peu sur Terre. Hein. Ouais. Tout le monde est un peu chaud, là, on se calme. Les gars, là, on se calme. Puisque les Good Brothers affrontaient ce soir Rusev et Nakamura pour un seul match, one time only, avait dit Rusev, qui du coup s'est lié de circonstances avec Nakamura, ils se sont trouvés des frères ennemis, des frères ennemis, oui, c'est un peu ça, c'est des frangins, ils sont ennemis, c'est pas mal, des frères ennemis. Oui. Donc toujours avec cet alignement un peu étrange de Rusev, hein, qu'on a fait turn et heel, mais on n'est pas encore sûr jusqu'où ça va aller. Donc on a un match entre ces 4 bonhommes. Les Good Brothers, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus dans un match solo, si je puis dire, un vrai 2v2 depuis leur retour à l'écran. Oui, ça fait un bon moment, oui. Sachant qu'ils n'avaient pas été vus depuis le mois d'août la dernière fois, donc voilà. Et au final, malgré le finish qui commence à être porté par les Good Brothers, là, le Magic Killer, victoire de Rusev et de Nakamura, avec Lana qui était là en manager, qui aidait un peu Nakamura à revenir sur le ring. Donc voilà, il y avait une volonté de vraiment travailler en équipe. Rusev, Nakamura, ça se célèbre. Hein. Rusev lève le point de Nakamura à la fin. Qu'est-ce que tu penses de cette comment dire, pas amitié, mais de ces 2 partenaires, la partenaire particulier. Ouais. On les occupe comme ci comme ça. Ouais, on les occupe un peu comme ci comme ça. J'ai pas été emballé par ce qui s'est passé cette semaine. J'ai pas trouvé le match terrible. Et j'ai pas trouvé que la conclusion du match, ou en tout cas, voilà, apporte. Bon, si, d'une certaine manière, ça apporte à l'histoire. Manifestement, Nakamura et Rusev travaillent pas trop mal ensemble. Et donc bon, c'est amené peut-être à perdurer. Ce qui, bon, écoute. Pour l'instant, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, on va dire. Ils peuvent peut-être faire quelque chose de bien avec. Pour l'instant, je trouve qu'il se passe pas grand-chose. Moi, ce qui me fait marrer dans cette histoire, c'est un peu, j'avais lu ça sur Reddit. C'est un peu l'effet papillon de cette blessure
de Lana en ouverture du pré-show du Royal Ouais. Rumble, en fait, c'est le fait qu'elle se soit blessée qui ait amené finalement les deux à s'allier, parce que finalement, si elle s'était pas blessée, Rousseff n'aurait pas perdu son titre déjà. Non, bref, aurait regagné son titre auprès de Ouais. Nakamura. Si elle s'était pas blessée, R-Truth serait jamais, se serait jamais fait Changé. Ah non oui. plus. Non, c'est Piquer pas le, ça que je voulais dire. piquer le spot par Nia Jax. Se serait pas fait piquer le spot par Nia Jax Mais et du Becky coup Lynch n'aurait pas non plus pris le spot de Lana. de Lana. Et puis du coup, si Nia Jax avait pas pris le spot de R-Truth, il aurait pas eu ce title shot de consolation pour le titre US, et donc il aurait pas gagné le titre US, et donc du coup il aurait pas énervé Nakamura et Rousseff, ils se seraient pas alliés, puis on n'en serait pas là. Donc je trouve que c'est assez drôle, parce que finalement Bah, dit comme ça, c'est pas trop mal écrit du coup. ouais, tout est un petit peu imbriqué, et du coup c'est en fait finalement c'est cette blessure, cette maladresse et cette blessure de Lana qui a tout entraîné. Bon, après, on Donc sait pas dans quoi ça nous a entraîné. Hein. Ça, non, c'est on clair. sait pas, justement, dans pas grand-chose pour l'instant. Mais bon, Ouais. on verra Bon, s'ils en font quelque chose. exactement. Allez, on enchaîne avec un autre match. Comme tu le sais, hein, et comme vous le savez, Elimination Chamber, c'est dans 10 jours. Hein. Il reste plus que le Gom Show après cet épisode de SmackDown. Et du coup, voilà, on va faire un petit peu de compète, un peu de challenge. On va un petit peu chauffer entre les participants. Et ce soir, c'est Mustafa Ali qui affronte Randy Orton. Les deux placent chacun une promo. On a un gros match, évidemment, entre les deux. Un match à regarder avec les deux yeux, contrairement à Mustafa Ali qui s'est. Je sais pas quand est-ce qu'il s'est pris un coup, mais c'était assez tôt dans le Ouais, match. moi non plus. Ouais, je sais pas quand est-ce qu'il a pris son cocard, là. Ouais. Il se bouffe la table des annonceurs, ça c'est sûr, avec une grosse superplex. À un moment donné, il se prend un gros coup dans l'œil, et en fait, tu vois son œil gonfler au fur et à mesure et prendre une forme assez flippante. Et à la fin, il tente de placer son 054. On dirait un numéro surtaxé. Mais la vipère le chope, en fait, il le prend, il lui tire les jambes, hein, parce qu'il est de dos sur le turnbuckle, il lui tire les jambes pour placer son RKO pour la victoire, évidemment. Donc, une victoire au crédit de Randy Orton. Une fois de plus, une bonne prestation de la part de Mustafa Ali, surtout avec un œil. Mais personne n'a le temps de vraiment de célébrer, puisqu'encore ce gredin de Samoa Joe débarque et il vient étrangler Orton et il balance Mustafa Ali en dehors du ring pour envoyer encore une fois de plus un message, parce que Samoa Joe, il envoie des messages tout le temps. Oui, il a un forfait illimité. Ouais. C'est ça, ouais, c'est exactement ça, le forfait de Joe. Genre, C'est le forfait de Joe. Ouais. C'était top ce segment. Ouais. C'est super ce qu'ils font avec Mustafa Ali, je trouve. C'est un peu la belle histoire là, de 2019 pour l'instant. Mustafa Ali, à SmackDown, il a un traitement de roi. Hein. Il enchaîne les matchs de rêve contre Daniel Bryan, contre Rey Mysterio, contre Andrade, et puis là maintenant contre Randy Orton, contre Samoa Joe. Et puis à chaque fois, je trouve qu'il est vraiment super bien mis en avant, même s'il perd. T'as toujours l'impression. Tu sais, il a un peu une vibe du 1-2-3 Kid. Je sais pas si Oui, bien sûr. connu à Ouais. l'époque, mais enfin, il y a un peu de X-Pac. ça, voilà. Et puis tu te dis qu'il peut toujours, il y a toujours moyen qu'il y arrive. Enfin, vraiment, je trouve qu'ils font du bon boulot avec lui. Mais je me suis fait la même réflexion que toi, le 1-2-3 kick, parce qu'il y a vraiment, là, face à Randy Orton, il paraissait tout petit. Hein. Ah ouais, il paraissait minus, parce que c'est vrai que Randy Orton est vraiment massif. La Et vache. du coup, la différence de taille était sympa. Non, mais j'ai trouvé que le match était cool. Le spot, un petit peu à la AJ Styles, là, de quand il esquive, en fait, il esquive le RKO, il fait semblant de se jeter dans le RKO. Ça, c'était très sympa. Mais Ouais, bon, puis au t'as Randy final, Orton qui fait qu'est-ce qui se passe ouais, au final, il finit par se faire mais où piéger. est-il Le finish était très bon. Donc ouais, bon match. Et puis après, l'intervention de Samoa Joe, j'aime beaucoup. C'est un fil rouge là, depuis quelques semaines, depuis 2 semaines, où maintenant il attaque tout ce qui bouge, personne n'est en sécurité. Je trouve que c'est génial, il est parfait dans ce rôle. J'ai l'impression que c'est un fil rouge depuis 2 ans, hein, avec Samoa ouais. Joe. Donc non, mais voilà, c'est une façon aussi de le garder toujours menaçant, et je trouve que ça a bien fonctionné encore. Donc non, c'était cool. Ouais. Bon alors, Samoa Joe, en repartant, il croise quelqu'un. Mais je vais mettre ça de côté, puisque je vais rapidement passer sur... On va aller très rapidement, division féminine, avant de revenir aux choses sérieuses, si je peux dire, malheureusement, puisque
Ce soir, on avait un match de Carmella et Naomi, qui sont devenues les meilleures copines du monde parce qu'elles font du breakdance, contre les Iconics, contre Absolution. C'est Ouais. ça, Mandy Rose et Sonya Devil, qui sont donc nos 3 équipes qualifiées sans qualification pour la chambre d'élimination. Donc voilà, ça se met sur la tronche et on s'en fout un petit peu puisque à la fin, c'est la victoire de Carmella et Naomi. Non, pardon, de Sonya Deville et Ouais, Mandy Mandy Rose, Rose. hein, Mm, qui sont mm. les grandes méchantes de l'histoire, qui effectivement comment dire, l'équipe favorite de SmackDown, on va dire. Hein, Ouais, clairement, c'est il y a résultat assez logique. Le focus est depuis quelques semaines quand même sur Mandy Rose qui est assez mise en valeur. Sonya Deville qui avait fait un beau Rumble aussi. ouais. Clairement, c'est l'équipe, toute proportion gardée, la plus haute, hein, en termes de momentum, de SmackDown. Donc c'était relativement logique. Mm. Bon, un match qui n'a pas cassé 3 pattes à un canard, c'était pas extraordinaire, mais Non, bon, pas voilà. extraordinaire. Allez, on revient sur la rampe qui mène au Titantron. Je vous disais que Samoa Joe a croisé quelqu'un. Eh ben, ce quelqu'un, c'est Daniel Bryan. Daniel Bryan qui venait pour plaquer une promo aussi. Et au moment où Samoa Joe s'approche de Daniel Bryan, Eric Rowan, le Golgoth, vient se mettre en travers. Donc le bodyguard, même s'il ne veut pas qu'on l'appelle bodyguard, c'est son ami, son Son père père intellectuel. intellectuel. Ouais. Voilà, exactement. Comme il le dit dans une promo vidéo, une interview vidéo un peu plus tard. C'est très drôle d'ailleurs ça. Père comme un égal, hein, pas comme un daron. Que nos auditeurs ne se méprennent pas. Ah ouais, c'est ça, c'est ça effectivement, il faut pas se tromper. Ah, les homonymes. Du coup, effectivement, Samoa Joe, bon, il fait un petit détour, on va dire. Hein, il contourne Eric Rowan, même si, voilà, il le chauffe un peu. Samoa Joe, il est vraiment sur notre planète, quoi. Même des gros Golgoth, il lui fait semblant, tu sais, il lui fait genre une feinte de je vais te frapper comme on fait entre nous, là. Comme ça, il fait Rowan, il bouge pas, c'est bien, il l'a bien fait, parce que t'imagines le Rowan qui recule Ouais, par ça aurait été un réflexe, peu genre, oh naze. putain, Ouais. ça aurait été carrément naze. Et puis arrive évidemment la grosse promo de Daniel Bryan. Alors, exercice compliqué pour les dialoguistes, les scénaristes et Daniel Bryan ce soir, puisque nous sommes sur les terres du champion de la planète, dans l'état de Washington. Donc évidemment, tout le monde est content de voir son champion. Et Daniel Bryan, du coup, va partir de là, hein. Il va essayer de construire sa promo un peu différemment. Il va dire, ça fait plaisir là, c'est normal, vous êtes content de voir votre champion, vous êtes des gens éclairés, pas comme tous les autres. Mais voilà, Daniel Bryan s'adresse à une audience beaucoup plus large, hein. On ne s'adresse pas qu'à ces gens-là. Des gens qui n'écoutent rien, qui détruisent la planète. Donc il continue évidemment son monologue habituel. Rowan prend la parole à un moment donné. Donc, première fois qu'on entend Rowan, hein, Ouais, dit qu'il. je connaissais pas le son de sa voix, j'ai Ouais, moi non l'impression. plus. Il a toujours eu un rôle assez silencieux depuis sa montée dans le main roster il y a plusieurs années maintenant. Rohan donc joue le côté un petit peu complotiste, hein. Il dit qu'on Hmm. veut les faire taire, on veut faire taire Daniel Bryan, et puis lui par la même occasion, même si on vient de découvrir qu'il savait parler, donc puisqu'ils disent la vérité. Et ouais, ils ont peur de la vérité. Ils ont peur de Daniel Bryan, du nouveau Daniel Bryan, parce que cet homme dit la vérité. Daniel Bryan dit la vérité. Daniel Bryan, justement, qui ne compte pas abandonner le symbole de cette ceinture dont qu'il avait évoqué il y a quelques temps. Au passage, tu as vu, mais il y a eu un gros plan d'ailleurs qui a été fait. Il y a un mec du public qui a fait une réplique Ah oui, c'était Do exceptionnel. it yourself, mais vraiment do it yourself, c'est-à-dire de ses propres moyens. Il n'a pas acheté une réplica officielle sur le site WWE. Et écoute, cette ceinture était mieux. Comme on dit, c'est la supérieure version, quoi. C'est la version ultime, la vraie version de la ceinture, parce que c'est à ça que ça aurait dû ressembler, en fait, cette Ouais, ceinture de Daniel Bryan. c'est exactement, genre un peu plus brute, un peu plus moins régulière. Tu sentais qu'elle avait été faite à la main et pas un truc cuisiné parfait, nickel chrome et tout. Donc elle était très très drôle sa ceinture. Ouais. Ouais, c'était super. Et du coup, voilà, il dit, voilà, on le met dans cette chambre d'élimination pour refaire revenir l'ancien symbole, hein, de la ceinture, l'ancienne ceinture. La ceinture qui était un symbole de succès, mais aussi d'excès, comme il l'a raconté. Et
termine comment d'ailleurs cette promo? Je ne sais plus. Bah juste il part, hein, voilà, hein, il est pas content, et puis c'est tout, il me semble. Hein. Oui, c'est ça, grosso Voilà, et modo. puis après on part sur autre chose. Mais même si Voilà, on part on reverra tout ce beau monde à la en main fin, je event. crois, en Ouais. main event. Qu'est-ce que tu as Euh, pensé de cette promo, de cet acte 3, 4 ou 5 du champion de la planète? C'est un exercice compliqué, hein, pour Daniel Ouais, Bryan, du coup. périlleux, il s'en est très bien sorti. C'était assez habile comme angle hein, d'essayer de se mettre dans la poche le public tout en conservant son discours de heel. Voilà, tu l'as bien expliqué. Il dit bon bah voilà, vous ici vous comprenez, mais je m'adresse quand même à une audience globale, pas qu'à vous. Et c'est justement tous les moutons par-delà le monde qui pourrissent cette planète. C'était plutôt bien foutu. Ce qui fait que en fait, je trouvais qu'il y avait un petit peu une impression de meeting politique dans son discours. On avait l'impression qu'il était, c'est comme quand il y a un candidat qui revient un peu sur ses terres et puis qui du coup part dans des grandes tirades tout Ouais. en, on va dire, en épargnant un petit peu voilà, en étant porté par son électorat local, quoi. Je trouvais que c'était assez drôle parce que clairement, depuis l'addition d'Eric Rowan, c'est quand même compliqué de pas voir un début de culte un peu sur Straight Edge Society 10 ou Bien une sorte sûr. de clan en train de se former. Et du coup, je trouve que cette promo était vraiment bien dans le thème. Tu vois, j'avais vraiment l'impression de le voir sur son pupitre avec marqué en dessous Daniel Bryan 2020 pour la planète ou un truc comme ça. Ouais, Je trouve ça que sent. c'est La semaine prochaine, on va avoir une profession de foi, hein, ouais, qui va être ouais. imprimée. Donc je trouve que c'était pas mal. Et puis voilà, le fait de présenter Eric Rowan, pas juste comme un simple sous-fif, mais comme un père et quelqu'un d'éveillé intellectuellement. Bon, il l'a assez vite sauvé. Hein, il a repris la parole assez vite parce que c'était Ouais. un petit peu compliqué pour Eric Rowan qui aurait pu tenir son micro un peu plus proche aussi. Ouais, bah Mais bon, c'est la barbe qui fait ça. ouais, mais il était en train de se faire ouater assez sévèrement. Donc Don't Daniel what Bryan my a, friend. ouais, Don't don't what what my friend. Don't what Rowan. Mais bon, dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était plutôt bien foutu, plutôt efficace. De manière générale, j'ai plutôt préféré ce qui s'est passé avec les autres acteurs de l'Elimination Chamber cette semaine. Pas tant ça, mine de rien, n'a pas non plus amené énormément de choses, mais on va dire que l'exercice était réussi. Ouais. Ouais, effectivement. Non, moi, j'ai beaucoup aimé, effectivement. Tu le dis, hein, voilà, il a bien manœuvré sa barque là dans les eaux troubles ou trop claires justement Oui, trop clair. des terres washingtoniennes. Donc, bah voilà, une fois de plus, la preuve que Daniel Bryan peut bah, s'en sortir à plusieurs types d'exercices. Oui, ça, Et c'est la c'est vrai. science du micro, ça. Ouais. Ah ouais, ouais, effectivement. Donc voilà, on continue ce personnage. Il y a l'intérêt est là, et c'est clair que on veut en voir plus. On va voir vraiment, on veut le voir évoluer ce personnage et révéler peu à peu des intentions qui sont encore un petit peu cachées, toi. Mais c'est vrai qu'il y a un côté très politique, très doctrine, très voilà, on va enrôler Ouais, les bah, complètement. gens. Et que je te dis, hein, on va bientôt recevoir la profession de foi par email si t'es abonné au network, ça m'étonnerait pas. Un petit PDF là, téléchargé et imprimé. Toi, il va falloir imprimer, voter Daniel Bryan, quoi, le champion de la planète. Voilà, la WWE serait pas contre ce genre d'opération marketing, je pense. Oh oui. Bon, du coup, alors, on avait un match, Daniel Bryan avait un rendez-vous ce soir, il a un match contre Jeff Hardy, mais avant ça, on a eu une petite promo backstage avec Jeff Hardy et Jay Styles. Je crois que c'est une interview hein, qui est menée, il me semble, de Jeff Hardy. D'ailleurs, je sais plus ce qu'il raconte, Jeff Hardy. Je sais plus. Ouais, Il dit qu'il est prêt. sensiblement, il dit que ouais, personne n'a jamais autant Ah manqué de oui. respect au titre WWE que Daniel Bryan. C'est un scandale, machin. Et puis Jay Styles débarque alors qu'il n'a pas été invité. Puis il dit mais tu crois vraiment que t'es le gars qui va pouvoir faire ça? Et l'autre tu dis et toi alors, tu crois vraiment que t'es le gars qui va pouvoir faire ça? Ok, bah on va voir alors. Et puis Ouais. et voilà, merci d'être venu AJ Styles. Sensiblement, c'était ça. Ouais. Fatigué hein, AJ Styles, hein, il faut vraiment qu'il prenne des vacances. Compliqué, hein, compliqué. Ouais. Là, ça durait 1 minute, il avait l'air éteint, il avait l'air fatigué, il avait l'air. Je sais pas ce qu'il fait, voilà. Je veux pas C'est pas m'acharner sur le incarné. pauvre AJ Styles, ouais, Ouais, c'est c'est ça, possible. mais. Là, ça commence à lui. Alors, j'en sais rien, nous, évidemment, on overanalyse le truc, quoi, mais. Oui. Bon, voilà. Bon, on le reverra, AJ Styles, vous verrez, on le reverra.
Donc, c'est l'heure du main event. C'est l'heure du main event de ce mardi soir. Daniel Bryan contre Jeff Hardy. Ma foi, une belle affiche. Voilà, Daniel Bryan qui essaye de prendre Jeff Hardy, de le soumettre. Il y a beaucoup de soumissions. Il lui fait des séances de kiné un petit peu, à droite, à gauche. On est assez bas au niveau du sol. Avec ce nouveau Daniel Bryan, ce Daniel Bryan très rampant. Et puis Daniel Bryan, donc ce filou, bien épaulé par Rowan, un Rowan très costaud. Donc ils mettent à mal le corps tout sec là, de Jeff Hardy. Et je sais plus, est-ce qu'on va jusqu'au bout du match? Je ne sais même plus s'il y a une victoire ou pas. Non, il n'y a pas de victoire, puisque au moment de partir pour la Swanton Bomb, il y a Rowan qui intervient pour la disqualification. Voilà, Swanton Bomb arrive, disqualification comme tu l'as dit, ça part en cacahuète. Samoa Joe réapparaît. Comment? Samoa Joe réapparaît à ce moment-là. Il a apparu bizarrement en plus, genre, j'ai l'impression qu'il était là depuis le début en fait et que tu l'avais juste pas vu. Donc il est très fort. Samoa Joe apparaît. En fait, il a bousculé en plus le Eric Rowan. Enfin, genre, il s'attaque au gros costaud et tout. Ouais. Donc, il étrangle Daniel Bryan. Randy Orton apparaît. Mustafa Ali apparaît. Et AJ Styles apparaît. La musique débat est lancée. Il a sa musique, lui. Ouais. Il y a sa musique, ouais, effectivement. Phenomenal Forearm sur Jeff Hardy, je crois. Puisque voilà, c'est un peu chacun pour soi. C'est un peu ça. L'idée de la Elimination Chamber. Je crois que Daniel Bryan et Eric Rowan arrivent à se faufiler un petit peu, puisqu'ils arrivent justement après dans la Gorilla Position et qui gueulent justement Daniel Bryan. Il dit que voilà, Eric Rowan, c'est son pote de bibliothèque, ils sont tous les deux très intelligents et que la planète a besoin de Daniel Bryan. La planète a besoin du champion de la WWE. Et après, sa promo se termine un peu mal, parce qu'il dit que personne ne me comprend et que personne ne comprend Eric Rowan. Et personne ne comprend Rowan. Enfin, ça c'est un peu bizarre. Tu n'as pas envie de terminer ta promo sur Eric Rowan, toi. Non. Et AJ Styles qui célèbre sur le ring, fondu au noir. À vous, Cognac G, envoyez les studios. C'est comme ça que se termine cet épisode. Bon, allez, là clairement on book bien Elimination Chamber, tout le monde se fout sur la gueule. On a vraiment la partition de Daniel Bryan qui essaye de s'en tirer en se tirant, tout simplement. Oui, tout simplement. Ce qui est une bonne technique côté à l'Elimination Chamber, c'est d'être le dernier à sortir de ton pod. Du coup, qu'est-ce que tu as pensé de ce main event du mardi soir? Eh ben, j'ai trouvé ça pas mal. Le match était pas dingue. Clairement, ils en ont gardé sous le coude. Ils étaient avec le frein à main, les deux, j'ai trouvé. Bon, c'était pas exceptionnel, mais moi ce que j'ai bien aimé, c'est tout le petit bordel qui s'est passé après. Voilà, c'est ça, c'est l'Elimination Chamber, c'est le chaos. Samoa Joe qui revient encore pour étrangler quelqu'un. T'as l'impression que c'est une obsession, quoi. Genre, il étrangle tous les gens qui passent. Je trouve il y a ce film d'horreur, je sais pas si tu l'as vu, It Follows. Ah oui. T'imagines? C'est juste pour les auditeurs qui l'auraient pas vu, ce film d'horreur. En fait, c'est une espèce de virus qui se transmet sexuellement. En fait, tu couches avec quelqu'un et c'est lui qui a le virus. C'est plus une sorte de malédiction. Et en fait, quand tu es le dernier de la chaîne, tu es suivi en permanence par une personne que les autres ne voient pas et qui peut avoir plusieurs apparences et qui marche tout le temps ta direction, comme ça, Ouais. qui marche et qui semble inarrêtable. Même si j'ai vu des théories de mecs qui disaient c'est facile en fait de s'en tirer, il suffit de s'enfermer dans un bunker et jamais le mec qui entre ou l'inverse, mais peu importe. Super. Et en fait l'idée, et du coup il y a pas de film, toi, mais bon bref. Et du coup j'imagine à la place Samoa Joe comme ça qui marche avec les mains tendues prêt à t'étrangler en fait en permanence, quoi. C'est ça. Ah, il est toujours derrière toi. Il est toujours derrière quelqu'un, Samoa Joe. J'ai beaucoup aimé parce que il l'avait déjà fait une fois plus tôt dans l'émission, donc je m'attendais vraiment pas à le voir débarquer et j'étais presque mort de rire quand je l'ai vu arriver. Tu sais, genre la caméra, à peine elle revient et bam, tu le vois, il est déjà entouré là, genre comme tel un serpent autour de Daniel Bryan à l'étrangler. C'est très cartoon, hein. Ouais, donc ça j'ai trouvé ça pas mal. Puis bon, après voilà, tout le monde se mêle un petit peu à la fête. Forcément, Randy Orton il vient pour se venger de Samoa Joe. Mustafa Ali vient pour se venger de Orton et Joe. Enfin bref, tout ça s'enchaîne plutôt bien. Ils ont tous des raisons de se taper sur la tête. Et c'est ça que j'aime bien en fait dans cette affiche, c'est que finalement
c'est pas une Elimination Chamber un peu par défaut comme on peut avoir Ouais. certaines années, où bon bah écoutez, allez, vous 6 vous y allez et tout. Alors Bah, attendez, ouais, on a Jim Morrison, R-Truth, c'est Alex ça. Riley. Ok, c'est Ouais. bon. C'est là en fait, déjà au-delà du fait que la mid-card de SmackDown soit quand même extrêmement solide, je trouve. Et ben et finalement tu regardes un peu dans le rétroviseur et puis tu te rends compte que bah, finalement les derniers mois de SmackDown, bah, ils étaient tous sauf inutiles parce que bah, tous ces mecs-là, ils ont des histoires en commun, ils ont des raisons de se foutre sur la gueule, ils sont plutôt tous costauds. Et donc bah, je trouve que ça fait une alchimie générale qui est vraiment très stylée. Donc j'ai beaucoup aimé cette fin d'émission et la petite touche là, Daniel Bryan qui s'enfuit, qui a tout compris, hein, parce que c'est ça en effet pour survivre à Elimination Chamber, faut laisser les autres se taper dessus et puis venir récolter le fruit à la fin. Mm. Et ben j'ai trouvé que c'était pas mal du tout non plus. Donc dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était vraiment une super fin de SmackDown qui racontait plein de choses et qui donnait vraiment envie de voir l'Elimination Chamber parce que ça va être très très solide, je pense. Ouais, effectivement, c'est bien construit. C'est bien construit, comme tu le dis, là, il faut vraiment ouais, la légitimité de ces mecs à se retrouver tous les 6 dans une C'est assez cage naturel, quoi. Ouais. pour se mettre sur la gueule, elle est toute trouvée. Donc ça, voilà, c'est une fois de plus, voilà, comment dire, une belle écriture, très fluide, très organique, que nous a proposé cet épisode de SmackDown. Donc là, on est plutôt gâtés. Et c'est comme ça que du coup se termine le show. Alors j'ai passé, il y a eu une espèce de promo de Andrade et de Zelina Vega, parce que voilà, il est toujours obsédé par Rey Mysterio, mais ça, on verra ça une autre fois, c'est pas le plus important. Du coup, c'est l'heure du mot de la fin. Si tu veux bien, s'il te plaît, Giscal, je t'en supplie, partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît. Deuxième fois. Eh ben, écoute, ma note, c'est un 3,75 cette semaine. Super épisode. Hmm. En fait, j'arrive dans une période où on est dans la route vers WrestleMania et je pense que c'est vrai que si on regarde un peu segment par segment, il y avait des choses qui n'étaient pas très très intéressantes et il y avait beaucoup d'absents. On pense à la championne féminine, Asuka, on ouais, pense au champion US, on ouais, pense au champion tag team, ouais. on pense à Andrade et Rey Mysterio. Il y avait beaucoup d'absents dans cet épisode. Mais en fait, on arrive à un moment de l'année où c'est pas que j'en ai un peu rien à faire, mais finalement, l'important c'est les money match un petit peu, hein, c'est les money feud comme on dit. Et là, en l'occurrence, en ce moment, c'est Becky Lynch, c'est Charlotte, c'est la scène WWE main event là avec Daniel Bryan qui reprend du poil de la bête. Et en tout cas, les segments importants sont bien faits. Donc du coup, moi, ça me suffit en période de WrestleMania. Donc j'ai passé un bon show. 3,75. Mon top, c'est Triple H qui a fait le café cette semaine et qui a redonné un coup de fouet énorme, je trouve, à cette rivalité qui est déjà super chaude, hein, mais qui a fait vraiment un travail de dingue. Et je suis très content de la direction que ça prend. Et puis mon flop, c'est compliqué parce que comme je viens de dire, finalement, là mon attention elle est vraiment accaparée par le très très haut de l'affiche. Donc après c'est vrai que ce qui se passe autour, si c'est pas terrible, je m'en fiche un peu. Mais peut-être que je donnerais un flop, un carton jaune aux filles de SmackDown, les tag teams qui c'est le service minimum alors qu'elles ont une carte à jouer quand même sur cette carte de l'Elimination Chamber avec un match qui se veut un petit peu historique, on va dire. Là, le booking est très feignant, très feignant, et c'est un peu dommage. Je pense qu'il y aurait quand même un petit peu mieux à faire. Ouais, effectivement, t'as raison. Bah écoute, moi c'est vrai que j'ai pas eu de gros flops dans cet épisode. Voilà, taper sur les absents, mais comme tu le dis, ils sont pas. Alors, on nous a annoncé la semaine prochaine, il y aura un Mac Miz Show, TV, Mac Miz Oui, TV. ouais, tout à Mac Miz fait. TV. Il y a eu une petite promo vidéo des Usos, et puis Asuka, C'était je pas crois, mal d'ailleurs. Ouais. ouais, qui était carrément inspiré comme souvent avec les Usos. Donc voilà, on a quand même, voilà, ils étaient quand même là par petites touches. Asuka a eu, je crois, un package Ouais, vidéo, une mais petite alors, vignette. Enfin, ouais, exactement. on n'oublie pas Asuka, mais c'est vrai que les Japonais, dès qu'ils touchent la ceinture, ils disparaissent. Alors il y a une espèce de malédiction, tu sais, tu te touches la ceinture, tac, Nakamura avec le titre US, c'était la même chose. Là, Asuka, bon, elle n'a pas complètement disparu, mais là, elle est carrément en retrait. On ne sait pas si elle va avoir un programme pour Elimination Chamber. Mais comme tu le dis, le focus, le point focal n'est pas sur ces gens-là. Non.
Du coup, effectivement, ça, mon flop, ouais, c'est pas. Allez, je vais le donner à l'autre match où ils auraient pu sortir un peu plus peut-être les doigts du fion. C'est Luke Gallows et Karl Anderson contre Rusev et Ouais, ouais. Nakamura. Ou voilà, c'est pareil, Gallows Anderson, c'est des mecs qu'on voit jamais. Ils ont pas proposé, C'est vrai. quelque chose de très, Hmm. original. Ou toi, je me dis pas, ah ouais, putain, il nous manque ces mecs-là, Ouais, franchement, exactement. toi. C'est vrai, t'as raison. Ouais. Donc je me dis voilà, un petit carton. J'aime bien mettre des petits cartons aux mecs qu'on voit pas, qui se plaignent de pas être là, puis quand ils sont là, bah tu dis ouais Ils d'accord, font rien. ils Ouais. foutent rien. Donc bah, voilà, c'est bien beau de pleurer, de menacer de partir, mais tu manqueras à personne. Hein, donc bon Oui, voilà. oui, non, clairement. Et puis bah mon top, comment ne pas le donner à cette promo, mais incroyable. Enfin, quand j'y repense, l'intensité était ouf. C'est tellement à des années-lumière de ce qui s'est passé la veille, quoi. Je suis content que les deux soient passés dans ce sens-là et je suis content Ouais. que Triple H soit revenu un petit peu montrer c'est qui le boss quand même, c'est qui le boss du game. Puis là, Parce que là, c'était. le push est tel que là, Becky Lynch, elle a eu Stephanie McMahon, Triple H. Il y a fort à parier que dans les semaines à venir, elle va avoir Vince McMahon ou genre, elle va Je passer sais devant même tout pas, le monde. pour moi, le endgame, c'est presque Triple H maintenant, hein, parce que quand tu as une promo comme ça, je veux dire, Vince McMahon, il va venir, il va avoir les yeux dans le vide, il va bafouiller, et Oui, puis non, ça va être la même je dis chose. pas que ce sera mieux, mais Oui, c'est dans vrai qu'elle l'organigramme, oui, elle a une trajectoire en ce moment telle en termes de push. Mm. Enfin là, elle est sur toutes les émissions, elle est avec les McMahon dans tous les segments et tout. Genre, Bon, visiblement, il y avait encore de la place sur Becky Lynch pour mettre encore une requête au cul supplémentaire, parce que je sais pas où oui, ils l'ont trouvé, mais là, ouais, là, là c'est une c'est fusée là. Ouais. ouais, attention de pas aller trop vite justement, attention. Eh oui. Si vous mettez trop de fusées, après ça C'est pour explose en ça, plein vol. garder Charlotte dans l'histoire. Oui. Ouais, pour retirer des roquettes. Elle arrive, Charlotte, puis hop, elle met son doigt Attention. sur la mèche. Et puis, ma note, allez, je vais 3,5. Je suis un peu comme toi. Si on n'avait pas eu, on n'avait pas eu ce segment un petit peu en dessous et que les gens qui doivent un peu prouver un petit peu leur valeur n'en ont pas profité en fait, hein. Que ce soit les filles ou Gallows Anderson. Pour moi, c'est un peu une occasion manquée de pas saisir cette chance-là. Donc c'est un petit peu, ça tient un peu en rien, mais on est dans un excellent cru là. Une fois de plus, on est sur les bases d'un bon 4 là. Hein. Quelques petits ajustements et puis on retourne vraiment sur du 4 étoiles. Mais voilà, en tout cas, le haut de l'affiche est assuré avec la championne et le champion, qui ont tous les deux droit à des traitements royaux et qui délivrent quoi. Donc nous à SmackDown, on va pas se plaindre du traitement des champions et des championnes. On est bien représentés. Allez. C'est l'heure de l'autopromo, comme dit Raphaël. Catch Up, donc c'est votre podcast qui résume, analyse tous les shows de la WWE, mais pas que. Pour ne manquer aucune analyse, c'est simple. C'est très simple. C'est simple comme bonjour. Il suffit de s'abonner, soit en audio sur iTunes, PodCloud, Spotify, soit sur YouTube. Les réseaux sociaux, évidemment, c'est Catch Up CDC sur Twitter, Facebook, Instagram. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur notre serveur Discord pour discuter de l'art, du catch, du booking, de supporter les vannes de Ringside qui voient tout le monde signer à la AEW. Voilà, le lien est dans la description de l'épisode. N'hésitez pas également à commenter et à partager votre top, votre flop et votre note. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette grosse promo de Triple H et de Becky Lynch? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce gros bordel final? Pensez également à nous mettre des pouces, des étoiles, des cœurs, des emojis qui font des bisous là. Sur nos épisodes, ça nous aide à être plus connus, plus répandus, mieux Tout référencés. simplement. Et puis ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir de vous faire plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas. On vous donne en tout cas rendez-vous la semaine prochaine pour les Gom Show. Les Gom Show de Monday Night Raw. Exactement, déjà. Oui, c'est vrai. tu as J'ai raison. appris ça via Bad Karma qui Ça m'a m'étonne pas. Ouais. rappelé la dure réalité qu'il ne reste plus qu'un épisode de chaque avant ce pay-per-view qui, ma foi, s'annonce plutôt bon pour certains. Pour Oui. d'autres, on verra. Pour d'autres, on c'est ça. verra. Merci à toi, Giscal, toujours pour ton esprit d'analyse aiguisé. Un plaisir partagé. Merci à toi également. Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Ciao tout le monde.
Hey bitches!